Je lis de Gaston Côté, un jeune poète paysan, qui est mort prématurément et misérablement comme beaucoup de poètes, sur une musique de Léo Dallinger. Celle-là était une des chansons préférées de mon père. Alors, vous devinez pour qui je la chante. À la louée de la Saint-Jean, un fermier qui s'arrache des rentes, dans le champ de misère des pauvres gens, à la s'enquérir d'une servante. Après avoir haussé longtemps, pour qu'à faire de sa vie aux parents, avec la doute et puis le logement, il vit en beau de la Julie, la Julie. C'était si joli. Donc je fais comme d'habitude une petite présentation très rapide. On ne présente plus le camarade Leduc, mais je vais lui demander quand même de se présenter et surtout de nous présenter les deux ouvrages qui sont à l'origine de cette petite rencontre ce soir. Écoute, merci de ton invitation, l'invitation de la librairie. Bon, moi je suis Alain Georges Leduc, je suis écrivain, critique d'art. Donc, j'ai longtemps été universitaire, responsable d'un centre de recherche et lié à des questions d'esthétique, d'espace, notamment dans le design, dans la typographie, etc. Voilà, donc je me réjouis d'un point que je souligne quand je parle de Tropique, c'est l'appétence, je ne sais pas si on dit comme ça, comment on dit pas le manager maintenant, on dit le patron, non, on ne dit pas le patron, on dit le responsable, ici, on dit pas le responsable. Ici on dit simplement le libraire. On dit le libraire. Quoi, bon, il a une détermination un peu particulière, c'est le libraire retraité, mais ça reste essentiellement le libraire. Voilà. Très bien. Qui fait des affiches succulentes. Par exemple, tout à l'heure, j'ai les yeux sur le camarade Épagneul, tenace et ah oui, France en marche. On le montrera. Je crois que tu le montres avec vraiment... il est déjà un peu oublié, malheureusement. C'est Chicos. Oui, il est réapparu il y a 2-3 jours en raison de ce drame à Lyon. Oui. Ah oui, il vient pas. Il est toujours là, en arrière-plan quand même. Hein. En fait, on est dans du politique. Je suis toujours demandé, puis à l'époque des Gender Studies, si on était dans le politique ou la politique. Et c'est là, rien que ça serait un débat magnifique. Est-ce que la politique est du genre féminin ou masculin? Est-ce qu'elle se généralise ou pas? Il y a 3000 façons de faire de la politique. Bon, ouais. Et puis voilà, il y a surtout, depuis pas mal d'années, c'était bien ça au 19e siècle, mais de la politique politicarde, de la politique politicienne. C'est-à-dire des enjeux de carrière, des enjeux d'argent. C'est bizarre parce que c'est très loin de... Apparemment, parce qu'il faut se méfier des choses apparentes, comme ça, trop apparentes. Mais il se trouve qu'un hasard conjoncturel extraordinaire, c'est que tu disais à l'instant que tu étais retraité, moi c'est mon cas, supposé qu'on puisse être retraité dans l'écriture et dans les librairies. Mais depuis 40 ans, j'avais un bouquin extraordinaire qui était là, peut-être de raison d'affect. Mon père était longtemps à l'hôpital, il l'avait découvert à la petite bibliothèque de l'hôpital. C'était un bouquin de Maxence van der Merch qui s'appelle Corps et âme. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais me barber si un jour je lis ce bouquin de 800 pages, quoi. Et là, je le lis, c'est rare à mon âge qu'on puisse lire un livre ligne à ligne, sans le lâcher, 10, 15, 20 pages par jour. Bon, en général, je prends un bouquin, je le dévore très très vite. Beaucoup de gens qui ont travaillé dans ces domaines-là, dans les sciences humaines. Et là, chaque détail, on est sur des enjeux de pouvoir, des enjeux de fric, des enjeux de carrière, des enjeux extraordinaires où un type qui va faire de la recherche, par exemple, sur comment insuffler du curare à un malade schizophrène, va très vite rentrer en conflit avec l'université. Mais ça, c'est pas nouveau. Céline, dans sa thèse sur Samuel Weiss, le montre bien comment Samuel Weiss est exclu de l'université de Vienne, si je me souviens bien, cassé complètement parce qu'il va découvrir les principes d'asepsie, d'antisepsie. Voilà, la science dure. Mais parce que il va gêner des gens qui ne pratiquent pas, et il va dénoncer des gens qui vont passer d'une dissection à un accouchement sans se laver les mains, par exemple. Voilà, et ça, pour avoir dit ça, il est, comme dirait la chanson de Guibert, il a dit la vérité, il doit être exécuté. Ouais. On est là d'être très loin de Coutet, eh bien non, parce que Coutet, il se bat... Oui, parce que rappelle quand même que le thème de la soirée, un des thèmes principaux, c'est donc Gaston Coutet. C'est l'édition par les éditions libertaires, sur une idée initiale de Jean-Marc Reynaud, qui un jour nous a dit ça serait bien de rééditer les œuvres complètes de Coutet.
qui avait, il faut le dire et leur rendre hommage, a été édité dans les années post-68 très très gauchistes, où on a le vertige quand on voit, et tu vas soit rire, soit pleurer quand, en tant que libraire, mais tu le sais. Moi, je me souviens des collections 10-18 dans les bacs et tout, toutes ces collections de théorie chez Bourgois et tout. Et bien là, c'était vendu à 5 à 10 000 exemplaires chaque volume, sur les 4 volumes, quoi. Et là, que le nombre de gens que je vois qui ont 70 ans aujourd'hui, qui me disent « Ah, mais moi, écoutez, les éditions complètes, je les ai. » Je dis « Oui, là, c'est dans la première édition, celle du Vent du Chemin. » Et des tas de chanteurs s'en emparaient, etc. Ça allait jusqu'à Augeret, ça allait jusqu'à Lavilliers à l'époque. Bon, et puis des tas de groupes, des tas de chanteurs, aussi bien des chanteurs grand public. Bon, entre-temps, il n'avait jamais été oublié. Il y avait par exemple Edith Piaf qui l'avait chanté pour 2 chansons magnifiques, là, La Jolie Julie et puis Va danser, quoi. Et elle disait d'ailleurs c'est la plus belle chanson selon mon père et je dédie cette chanson à mon père. Alors oui, écoutez, c'est 1880, 1911. Déjà il meurt à 30 ans, quoi. Je pense toujours à ce film au titre extraordinaire de Romain Goupil. Le Romain Goupil est devenu Goupil dans la pire des exceptions, un peu comme Cohn-Bendit. Oui, c'est ça. J'espère que tu vas pas nous faire l'éloge de cette Non, un des grands traîtres et un grand... Mais qui avait un œil à ce moment-là, qui, je ne sais pas s'il l'a, j'ai jamais vu ses films depuis une éternité. Mais mourir à 30 ans, là, il meurt à 31 ans, il meurt de... On dit de la misère, bon, il meurt d'avoir une vie complètement déréglée, il meurt de l'alcool. Il meurt à la Riboisière en juin 1911, et son cortège va descendre le boulevard Magenta, et puis on va l'emmener dans une voiture adaptée de la SNCF de l'époque, à Main-sur-Loire. Il y a du monde quand même. Alors justement, je commence mon bouquin par ça, le chapitre 1. Il y a 13 chapitres. Chapitre 1 qui est un peu long, c'est un travelling, enfin un travelling avant. J'ai eu l'idée de partir de tous les rapports de police, très très précis, je ne sais pas s'ils le sont actuellement autant, peut-être, mais ils sont différents. Mais j'ai pu travailler sur les rapports de police, à différentes périodes de la vie de Coutet, parce qu'il était très suivi par les Argousins. Et là, au total, avec la presse, on regroupe à peu près 200 personnes. Et d'emblée, ça me paraissait intéressant de commencer par ça, parce qu'on a des dirigeants syndicalistes, des dirigeants à l'époque on dit socialistes, qui n'a rien à voir avec le PS bien sûr d'aujourd'hui, de François Hollande et tout. C'était l'époque où Lénine lui-même était encore socialiste. C'était, voilà. D'ailleurs, Lénine va apparaître dans le bouquin, à un moment on en parlera. Et il y a des rouges, bon il n'y a pas de communistes, après officiellement c'est à partir de 1920, puis il y en a plein qui vont le devenir. Et puis il y a des syndicalistes, il y a le roi Pateau par exemple, qui est le roi de l'électricité. C'est un type qui s'amuse quand on l'enquiquine avec ses électriciens à Paris. Il coupe l'électricité au moment du Conseil du ministre, il coupe l'électricité quand il y a une grande fête, avec un grand raout d'honneur pour 800 bourgeois. Je t'interromps, une insiste très courte, mais c'est à l'intention des jeunes générations qui vont regarder cette vidéo. Tu as connu comme moi un truc que personne ne pense imaginable, l'époque jusqu'à 1981, jusqu'à l'élection de Mitterrand, quand il y avait des grèves, de la fonction publique y compris, et qu'il y avait notamment des grèves de l'EDF, eh bien on coupait le courant. Oui. Mais les gens n'imaginent même plus que ça ait lieu, ça, aujourd'hui. Je te rends la parole. Oui, on peut couper les trains. Alors, dans le livre, on publie, il y a beaucoup d'iconographie. Bon, tu montreras la prestation avec quelques pages. Mais je montre, par exemple, les grèves de cheminots. Mais les grèves de cheminots, c'est du même ordre d'idée. C'est pas simplement bloquer une ligne, non, c'est de faire se télescoper 2 locomotives à vapeur qui s'enchevêtrent, qui se chevauchent comme ça. Et puis avec la fumée, les casquettes, le charbon qui tombe avec les braises du sol et tout, les gens qui s'en vont, mais la ligne est bloquée de toute façon pour quelques jours. Oui, ça, dans les années 70, on ne le faisait plus quand même. Non, c'était plus calme. C'était plus calme. Bon, écoutez, il naît dans une famille contrairement à certaines légendes, le poète anarchiste, le poète communiste. Continue, poursuis. Poursuis. Écoutez, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu terrien. Son père est minotier et non pas meunier. On dit meunier c'est une classe sociale particulière. Minotier, c'est quelqu'un qui a des jeunes employés.
Mon Ok. grand-père était minotier, donc je suis très sensible. Mon À arrière-grand-père la était distinction. minotier, donc je suis très. Non, mon grand-père, oui. Donc je suis très sensible à la distinction. Le minonnier, il est encore un ouvrier qui travaille. Le minotier travaille aussi physiquement très très fort. Dans le cas de son père qui se charrie des sacs de farine de 50 kilos sans arrêt. Mais il a les employés, c'est un administrateur. Et très vite, j'ai mis beaucoup de mois à travailler là-dessus et à rétablir un certain nombre de faits, ou à les établir, grâce à des archives, beaucoup d'archives, grâce au musée de Main-sur-Loire d'ailleurs, qui nous a mis beaucoup de pièces inédites à disposition. Et c'est quelqu'un qui va être, son père, un ami des députés locaux. On est dans un conflit, on est exactement dans l'époque, je peux le dire en tant que libre penseur, c'est un secret pour personne, mais on est dans le conflit contre la calotte, quoi. Et on va aboutir à la séparation de l'Église et de l'État, la fameuse loi dite de 1905, qui va être promulguée en 1906, donc parfois on dit 1906. Oui, écoutez, il est en plein là-dedans. Mais il est dedans, tout le temps. C'est-à-dire qu'il vit, comme beaucoup, dans des écoles où il y a une influence du catholicisme, dans les villes, il y a une influence du catholicisme. Bon, lui est à la laïque, mais les premiers articles, par exemple, qu'il fait à 14-15 ans, il les fait, et tout de suite il épingle du curé. Un curé qui a interdit les garçons, par exemple, au bal, de danser des polkas avec des filles, des adolescents, quoi. Donc là, il se sent, je dirais, physiquement, en tant qu'individu, complètement brimé par le curé. Et puis, le deuxième article qu'il fait contre les curés, c'est pareil, au même moment, il s'érige contre le fait qu'on va construire une chapelle dans le hameau, près de chez ses parents, etc., alors qu'il y a déjà une église, il y en a plusieurs en ville, etc. Bon. Mais pour que les ouailles, les bonnes ouailles catholiques qui votent de ce quartier-là puissent aller dans le bon sens, et ça n'a rien de plus actuel, mais quand on l'écoutait, on est dans l'actualité permanente en politique. Eh bien, le curé vont mettre l'argent, et vont demander l'argent aussi à la population pour construire une chapelle. Alors ça, il dénonce dans un petit article très... Donc il commence dans le journalisme. Puis en même temps, il commence à écrire des poésies. Très vite, il va être en contact avec un Main-sur-Loire, on n'est pas loin d'Orléans, on est une quinzaine de kilomètres. Il va commencer à fréquenter une société locale de poètes. Intéressante d'ailleurs, comme on en a dans l'Artois, comme on en a en Savoie, comme on en a un peu partout en France. Des sociétés où à la fois il y a le notaire du coin, il y a un commerçant qui a réussi, il y a un médecin, il y a un prof, parfois même des curés, et puis il y a des amateurs de littérature. Une société où il y a des gens de droite, de gauche, on n'y va pas trop parler de politique, on ne demande pas aux gens leur avis. Et même c'est intéressant, la société auquel il collabore dans les années 95, d'un point de vue démocratique, c'est on prend l'engagement, quand on est adhérent de sa société, à venir, à lire un texte de sa production, et il n'y aura pas de compte-rendu, c'est marqué dans les actes, et il n'y aura pas d'acte, il n'y aura pas de compte-rendu, et c'est fini, il y aura simplement un débat, puis à la fin, bon, on va sacrifier la dive bouteille, boire un coup. Et à ce moment-là, la première fois où Coutet il va, il lit un texte, on est en train de remanier, et tout Coutet va être là-dedans, de remanier un hôtel, restaurant en face, une brasserie. Il y a des cariatides, et puis les cariatides en général, bon, il y a les Atlantes, hein, comme on voit à Toulon, mais les cariatides, elles ont les seins nus. Et Coutet, il a 16 ans, il passe devant ça, il voit les seins de ses filles, et puis il improvise quelques vers qu'il va lire, et là il est applaudi, y compris par des vieux bourgeois de 60-70 ans, quoi, qui tout de suite le cooptent. Et à ce moment-là, il dit on va boire un coup, et il dit non, je ne bois que de l'eau, et il est abstème. Un an après, un an et demi après, je tombe sur un rapport de police, dans lequel les flics, toujours très malins, c'est très très compliqué les rapports de police, parce qu'il y a ceux qui sont carrés, qui veulent plaire au patron, il y a ceux qui sont dans une fausse efficacité, qui font du style télégraphique, et puis il y a ceux qui vont essayer de creuser derrière, pour faire un portrait un peu psychologique, parfois même à la Zola, des personnages qui doivent suivre. Alors c'est pas toujours de la grande littérature, mais parfois il y a des choses assez étonnantes. Et en plus, quand on creuse un peu, un an et demi après, quoi, il n'a même pas 18 ans, il y a un rapport de police qui dit oh, oui, nous suivons Coutet, depuis quelque temps, il boit moins. Donc, et on mais moins. Pourquoi il suivait Coutet Il le suit parce que dès qu'il arrive à Paris, 3 semaines après, il collabore aux Libertaires, à la Barricade, il collabore à des revues anarchistes et sociales. Et c'est-à-dire que toute sa vie, moi, 2 chapitres complets là-dessus, il va systématiquement dire oui à des comités de soutien. On a ça, on a des pétitionnaires artistes aujourd'hui, on en a plein, pléthore, c'est jusqu'à l'usure, quoi. Bon, on a même vu récemment qui s'était pris d'amour pour les gilets jaunes, mais il y a engagement et engagement. Il y en a qui le font avec sérieux, puis il y en a qui le font par opportunité. Lui, dès qu'on lui dit, écoute, il y a une grève à tel endroit, bon, il y va.
Il va rencontrer Boutchou dans le Nord, qui est un syndicaliste à Arras et à Lens. Là, il laisse 2 textes pour l'éveil syndical de la région de Lens, du pays minier. Il rédige des textes et tout ce Il les rédige dans le train, il les rédige sur place. Et c'est quelqu'un qui a... Il donne pas de représentation, il chante pas. Si, il va sur les planches et il ne chante pas, il est auteur. Donc il se fait accompagner par des musiciens, où surtout ces textes sont mis en musique et ces textes sont chantés par d'autres. Le premier enregistrement qu'on a de lui, il est de son vivant dans les années 1905. Il a été fait graver sur cuivre avec de la fameuse gelée. Ouais. Là, bon, c'est assez impressionnant et on a une trace non pas de sa voix, mais de la voix d'un de ses interprètes. Et il va être interprété régulièrement. On a compté avec Philippe Camus qui s'est occupé de cette partie-là sur la discographie. On a compté 187 interprètes. Bon, et ça passe par les plus grands. Ça va aussi des gens qu'on a oubliés, mais qui étaient des grandes personnes à leur époque respective. Patachou, par exemple. Et comment ça se diffusait à l'époque où il y avait, ça se diffuse. Ah, ça c'est pas à passionnant. l'époque du multimédia. Non, c'est passionnant parce que, bon, Coutet, il est souvent dans le 10e arrondissement, il est dans le nord de Paris. Et dans le 10e, il y a beaucoup de petits éditeurs autour des gares, ce qui est logique. Toujours dans les rapports de production, ça c'est mon vieux côté marxiste. Important, y compris pour le livre. Pour le livre, parce que les bouquins. Depuis que Hachette a inventé le livre de poche pour justement les mettre dans les gares. Et puis que justement, je travaillais sur Verne. Verne, c'est Hetzel, et Hetzel, c'est le génie de comment toucher une majorité de gens. Oui, les gens lisent dans le train. Les gens lisent. Le train. Et Hetzel, qui fait des choses populaires et aussi très très matiné de catholicisme, en même temps, c'est quelqu'un qui va éditer, je viens de lire 2 livres qu'il a édités à la Bibliothèque nationale, notamment sur l'histoire d'un ruisseau de Élisée Reclus, que tu as là. Voilà. Ils viennent de le rééditer. Alors, donc c'est une bonne librairie, ce type de réseau que va utiliser, qui va permettre de diffuser. Je ne le vois pas en termes de réseau, disons que de réseau il est chez lui, il est des camarades, de distribution, on va dire. Il arrive dans les premiers jours où il arrive à 18 ans avec 100 francs en poche en période d'un billet de 100 francs. Et il a de quoi vivre 8-15 jours, 10 jours à l'hôtel, dans une pension. Très vite, il va trouver des prestations, il va lire des textes. Il a une blouse bleue, il a une forme de lavalière blanche, c'est très très loin de Cédric Villani, il n'y a pas d'arrêt. Et puis bon, il lit, il a parfois les sabots, enfin, il est censé, il faut choisir des registres. Il faut voir ça dans le contexte, en 1898, quand il arrive à Paris, on est dans une France qui est encore foncièrement agraire. Là, on nous dit que c'est 2 à 2,5% de la population qui est touchée par le monde agricole. Bon, avec l'agroalimentaire, etc., on touche à 5-6%. Mais là, on est sur des sociétés qui n'ont pas beaucoup changé, malgré la révolution industrielle, depuis l'époque napoléonienne. Donc on est dans une société vraiment terrienne. Et beaucoup de Parisiens, comme encore maintenant, mais sauf que maintenant ils viennent de l'étranger ou de province, à l'époque ils viennent de province, mais le Parisien pur et dur, il n'y en a jamais eu autant que ça, quoi, parce qu'il y a un renouvellement de population. Puis après, il y a ceux qui s'enracinent. Et là, un certain nombre de Parisiens retrouvent dans ce genre d'interprètes, finalement, leur patois ou leur langue d'origine. Et là, bon, lui, c'est la langue d'Oï, c'est la langue qui va être comprise par les Picards, qui va être comprise par les Tourangeaux, même si on dit que la langue de Touraine, c'est le français le plus pur. Et puis, c'est une langue qui va être aussi, qui va toucher les Bretons, Gallo, etc., etc. Donc, il y a un public pour ça, ou même il y a un public qui n'est pas dans la connaissance de ces langues, mais qui y vont un peu, parce que c'est du folklore, c'est un paysan. Puis en même temps, le contenu des textes interpelle beaucoup. Au moment de sa mort, quand on regarde les gens qui assistent à son cortège, c'est impressionnant parce qu'il y a des ouvriers qui se découvrent en voyant passer, il y a des prostituées sur le bord à Magenta qui se découvrent, qui se mettent parfois le genou à terre quand ils le voient passer. C'est quelqu'un qui est populaire. Il a 31 ans, il est mort populaire, quoi, connu. Les témoins de l'époque disent on le chante dans les chantiers. Les ouvriers, en travaillant, ils chantent du côté. C'est ça, il y avait les gens, bon, il n'y a pas la radio, il n'y a pas tous ces trucs-là. Là, il y a le feuilleton. Là, il y a la presse, mais à part ça, il y a les balles, il y a les manifestations collectives, sociales de tous ordres, corporatistes et autres qui se développent. C'est là-dedans qui va le Bellevilloise, ou des coopératives comme celle-là, il les fréquente et il y va. Souvent bénévolement. En même temps, c'est faussement bénévole parce que bon, il va, c'est pas lui qui les vend, mais son éditeur.
va vendre, je t'ai pas répondu à la question précédente, mais il va vendre ce qu'on appelle les petits formats. Les petits formats ont à peu près cette taille-là, un peu 21-29-7, un peu plus petit. Ils sont sur 4 pages, il y a la partition, il y a le texte. Et moi j'ai connu ça même dans les années 50-60, j'en ai vu chez mon père, qui en achetait encore. C'était une tradition dans les familles populaires d'avoir des partitions, non pas quand ça jouait, forcément les jouait au piano ou à l'accordéon, mais on avait les airs, on avait les paroles. Puis lors des mariages, des banquets, des baptêmes et tout, on les chantait. Quoi. Ouais. Moi j'ai connu ça en Cambrésis. Ouais. Et les petits formats se vendaient très 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 fort. Ils se vendaient, non pas à la sauvette, ils se vendaient légalement à l'arrivée des trains, au départ des trains. Les gens ils quittaient leur boulot à Paris, et ben ils partaient gare de l'Est, gare Saint-Lazare, etc. Et là, ils achetaient un petit format et ils fredonnaient la chanson. Quoi. Donc, écoutez, il était diffusé en Il faisait beaucoup de textes, on n'est pas encore arrivé au contenu, mais il faisait beaucoup de textes sur des manifestations populaires. Il a écrit plusieurs textes sur le 1er mai. Il a écrit récemment, la semaine dernière, j'ai publié un article sur le dernier bouquin d'Alain Rouchiot, je ne sais pas si tu l'as ici, un bouquin fascinant qu'on aurait bien voulu avoir il y a 40 ans, parce qu'il y avait tellement d'idées fausses qui circulaient dont on savait qu'elles avaient quand même un fond de vérité, sur les rapports entre le Parti communiste français et l'Algérie. De 1920, le Parti communiste algérien, chose que je ne savais pas il y a encore 15 jours, est né la même année, quasiment le même mois que le Parti communiste français. Et ils ont toujours des rapports extrêmement conflictuels, parfois très amicaux, jusqu'en 62. Et Rouchiot me faisait remarquer que toutes ces chansons-là, elles ont eu une importance considérable. Parce que Coutet, par exemple, il prenait parti contre ce qu'on appelle les chaouches, c'est-à-dire les petits caporaux, les petits margis, les petites brutes, parfois sorties de prison, qu'on envoyait en Algérie, en Tunisie. C'est un des premiers à parler de Biribi. Avec Georges Darien, oui, avec Darien, un auteur que je conseille à tout le monde. Et Biribi, je me souviens avoir vu le film, j'étais presque gamin, mais c'est extraordinaire. Il faisait faire des pompes à des bidasses qui n'avaient pas été dans la ligne, quoi. Et puis il y avait des brutes là, qui avinaient, qui mettaient les ordres, et il devait faire des pompes, on leur mettait des sacs de pierre sur le dos. Mais comment vous connaissez ça, écoutez, il n'y a pas été... Il le connaissait, non, il n'y est pas allé à ma connaissance. On a dit qu'il était allé à Tunis, j'en ai aucune preuve. Il avait des amis, il avait des réseaux. Ça, mais je sais pas du tout. Je connais pas trop l'histoire de Darien, mais je ne sais plus comment Darien. Je suppose que Darien. Darien, il a vécu. Lui, il y a vécu. Oui, il a vécu. Darien, Maupassant a vécu. Il a consacré tout un livre fameux à ça, donc on peut imaginer qu'il était bien renseigné. Mais Rouchiot, là, actuellement, il est en train de publier le troisième volume de son encyclopédie de l'anticolonialisme, du colonialisme français. Moi, j'ai fait quelques articles dedans, mais je travaille sur les rapports entre la littérature, les arts plastiques, l'esthétique et le colonialisme. Et là, on a affaire effectivement à des réseaux d'information. Très vite, bon, il travaille dans des journaux anarchistes pour l'essentiel, mais aussi beaucoup de journaux socialistes. Il travaille pour, je l'ai dit, pour des associations, pour des syndicats. J'ai retrouvé un témoignage assez éloquent d'une carte d'adhésion avec des timbres à jour de la CGT, du spectacle, donc où il est adhérent de la CGT. Il participe à un des grands congrès de la CGT aussi, dans le nord de la France. Donc là, ils sont 1500, on n'arrive pas à l'identifier sur la photo, mais on a la preuve qu'il y a participé. Pas forcément comme militant, comme délégué, mais disons comme homme du spectacle qui est venu s'occuper de soirées pour les militants qui étaient réunis pendant plusieurs jours. Sympathisants. Voilà. Alors, les grandes thématiques de Coutet, c'est le travail ouvrier, c'est le travail paysan. C'est un hommage à la terre. C'est un hommage à la terre. C'est intéressant parce que la terre de Zola s'est informé dans la région de Main. Il était à 38 km exactement de là où il situe son roman. Et il y a des passerelles avec Coutet. On voit des passerelles avec d'autres. Quelqu'un qui lit beaucoup. Il avait une bibliothèque qui malheureusement a été dispersée et a brûlé en partie. Mais c'est quelqu'un qui était... on sent l'influence de Rimbaud. On n'est pas loin dans la génération d'après quand même. Hein. Parce que Rimbaud, il a fait une grande partie de son œuvre, a été écrite en 71, 75. Bon là, Coutet commence à écrire en 95. Bon, c'est la génération suivante. Mais ça serait comme si on voulait un peu le typer comme ça, ce serait un Rimbaud paysan, avec une langue qui parfois rebute les gens parce que c'est un français. C'est toujours une politique de classe, c'est un déterminisme de classe. C'est un français qui est soi-disant dégradé, parce qu'il y a des mots qui sont comme si je parlais en patois du Nord. Bon, tout de suite, ça fait pas propre, quoi, à l'époque comme maintenant. Et en même temps, il va savoir écrire en latin quand il le veut,
parce qu'il a eu des éducations, il était jusqu'au lycée, il n'a pas passé le bac, mais il était à l'époque très très loin dans le lycée, après il est rentré dans les journaux, après il était un peu agent du Trésor, et après c'est très très vite, quelques semaines après, il est parti à Paris. Sous l'injonction d'un comédien de passage, Castello, qui a lu ses textes, il a dit « Toi, il faut que tu ailles à Montmartre, et là, on va te donner des pistes. » Et comme j'ai dit tout à l'heure, 3 semaines après, il démarrait, il allait dans les cabarets tous les soirs. Il était embauché tous les soirs, sur des bases très très minables financièrement au début, mais bon, il l'acceptait, c'était tu lis un texte ou deux, et puis tu as le droit à un café crème avec des grands croissants, quoi. Donc café crème croissant, quoi, et c'était il n'y avait pas de salaire, quoi. Et puis après, ça arrive. Et avec la notoriété, bon, il est demandé en province, il va en Belgique, il voyage, il va jusqu'à Ostende, souvent à Bruxelles, à Lille, à Arras, il va en Roumanie, en Normandie, il va à Rouen 2 fois, et puis alors il va aller à Châteauroux, notamment il va aller à Châteauroux à pied, de Frémingue, de 300 km avec ses copains. Lui, il récite des textes, il écrit des textes, et puis son pote, il fait des dessins et qu'il vend dans les cabarets ou les bistrots. Alors, c'est plein d'anecdotes parce qu'on connaît tout le détail de ça, parce qu'on a plein de témoins, y compris les journaux. Bon, à un moment, c'est qu'est-ce que c'est que ces gens-là, disent les paysans avec leurs cheveux longs, tout ça. Ils n'ont pas l'air bien clairs. Et puis à un moment, il y a les gendarmes à cheval qui viennent les arrêter, quand même, alors qu'ils arrivent dans une ville. On les embarque au Niouf. Et là, écoutez, il dit, mais je peux vous raconter des histoires, il les raconte. Et à ce moment-là, les gendarmes vont chercher leur femme, et puis il faut une soirée, et puis aller travailler, foutez-nous la paix, on ne veut plus vous voir. Voilà. C'est un des précurseurs de ce qu'on va appeler les chansonniers. Oui, c'est tout à fait. C'est ça. Tout à fait, parce qu'il va traiter de ces thèmes de prédilection qui sont le monde paysan, le monde ouvrier, l'enfance, l'adolescence, l'amour. Bon, l'amour souvent fou, puis en même temps l'amour tragique. Hein, les 2 chansons de Piaf, c'est pas étonnant qu'elle ait choisi celle-là. Dans les 2 cas, c'est quand même une tragédie. La jolie Julie, qu'est-ce que c'est? C'est un paysan qui est tout seul, qui est célibataire, il a un peu d'argent, mais il roule pas sur l'or. Bon, il va à la foire à 10-20 km à pied une fois par an pour y vendre peut-être une bête. Enfin, on imagine ça, c'est nourri de la littérature de Georges Sand et toute cette littérature. Et puis finalement, là, il va acheter des sabots pour l'année, un sabot frais. Bon, il fait ses courses, quoi, hein. Comme on a pu le voir. Mes grands-parents, ma grand-mère, elle faisait ce soir Cambrai, 17 km à pied le samedi, pour aller vendre quelques volailles. Et il revenait avec un seau en aluminium. À l'époque, il n'y avait pas de plastique. Mais donc, il y avait un échange de produits. À la fois, la ville donnait des produits, donnait des idées. Et puis, la ville permettait de vendre et de survivre. Et ça, il le vit. Et quand il va parler de tout ça, c'est assez impressionnant. Et puis le type, il va, puis là, il a besoin d'une servante, il dira, je lui dis, je commence à vieillir, ça m'aiderait d'avoir une servante, je peux pas te faire le boulot, tout ça. Et puis, il embauche cette fille, une très jeune femme. Et un soir de boisson, soudainement, il rentre chez lui, ivre, pour pas dire bourré, et il voit cette fille, il la découvre brutalement, fantastiquement jolie, quoi. Donc il tombe fou amoureux d'elle. Il va se ruiner, et à tel point la chute, bon, imaginez ça par Piaf, mais tu l'as sur YouTube, hein, si tu veux le mettre dans ta bande son. Je la rajouterai. Et tu imagines que tout à coup, elle le chasse, parce qu'il n'y a plus de fric. Et puis lui il retourne à la foire, et puis qu'est-ce qui se passe? Bon, on le devine, elle lui dit, bah, écoute, je te prends comme domestique, tu auras le manger, et puis le gîte, le couvert, mais bon, plus question d'être avec moi, mais tu auras ta paire de sabots tous les ans, quoi. Ça aurait pu faire un truc. Ça n'a jamais inspiré Prévert, il devait connaître quand même. Prévert, c'est curieux. Prévert, ça aurait pu lui inspirer même. Tu me dis là, parce qu'on est tout à fait dans la logique, la suite de Coutet du groupe Octobre. Ouais, c'est tout à fait. Je fais le rapprochement spontanément. Je ne sais pas du tout si Prévert s'est intéressé à Coutet. Hein, j'ai pas la trace directe, de même qu'on est très surpris, parce que dès qu'on parle de Coutet, on avait fait pas mal de débats là-dessus, tout le monde nous dit Brassens. Oui, Brassens évidemment, mais on voit qu'une trace indirecte. Là, il y a le côté quasiment de mélodrame cinématographique, à la Carnet que tu me racontes. À la Carnet, oui. Et à la Carnet, donc ça me fait penser spontanément à Prévert, quoi. Et la deuxième chanson qu'elle va interpréter à partir d'un texte de Coutet, c'est Va danser. Bon, c'est l'histoire d'un couple fou amoureux, c'est les moissons, imagine physiquement ce que ça représente. Il fait très très chaud, et puis le garçon, à un moment, bon, il charge ses javelles, il charge le foin, c'est extrêmement... On a vécu directement des moissons, on les a vus. Et à un moment, il descend à la fontaine du village, et puis là, il se penche pour se rafraîchir, et l'eau est glacée quand même.
et il attrape une pneumonie, bon, il meurt quelques semaines après, quoi. Il s'appelle Jean, et il dit à cette fille, c'est un amour fou entre eux, quoi. Bon, moi je vais mourir, mais bon, tu vas te trouver un beau mec, et puis tu vas faire un gamin, et puis tu vivras, puis de temps en temps tu penseras à Jean, quoi. Et c'est impressionnant. On pense à ces films italiens de réalisme, on pense à ce film aussi comme Passe les cigognes, c'est ce puissant film soviétique, je crois, de 1956. Et on est dans une espèce de puissance à la fois sociale et amoureuse là, qui se conjugue, quoi, dans un roman unique. Alors après, bon, ça va être beaucoup de choses sur l'alcool, tout ce qui est absinthe. Le bouquin, les textes sont classés dans le volume 1 par ordre alphabétique. Ça va commencer par l'absinthe, et puis ça va être tout des débats, mais qui traversent le mouvement social et socialiste et anarchiste à l'époque. À savoir que voilà, l'alcoolisme, oui. Pas que Jarry, pour ne parler que de lui et tant d'autres. Il en parlait beaucoup de l'absinthe aussi. Jarry, dans mon bouquin précédent que tu as aussi dans ta librairie sur Mirbeau, ouais. Chez le même éditeur, je crois que c'est la dernière partie, il se connaissait bien, Octave Mirbeau était anarchiste, et Jarry. Et Jarry un jour arrive en banlieue. Mirbeau, bon, il gagnait bien sa vie comme journaliste. Il avait sa voiture, il avait son personnel, il avait même un maître basse-courrier qui s'occupait de ses poules, avec Alice et Alice un peu... Jarry, c'est un bourgeois quand même. Oui, mais entre eux. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas que dans le milieu de Coutet que l'absinthe, à l'époque, ça comptait. C'était une des bases du rapport social, on va dire. Oui, c'était... Masculin, en tout cas. Oui. Et là, il arrive chez les Mirbeau, et puis très très vite, Madame Alice Mirbeau, quasi pensionnaire de la Comédie Française, lui dit, mais enfin Jarry, il arrive, il avait acheté plein de petites décorations chez un brocanteur, il y en avait partout, un peu comme un maréchal soviétique, c'était pas encore à l'époque. Et il arrive là, dans la banlieue de Paris, on le regarde, et ça, et son type, son allure hallucinée, quoi. Et il lui dit, mais Jarry, mais vous sentez l'alcool, vous avez bu, quoi. Et oui, mais moi je suis fier comme un taureau, mais elle dit, les taureaux ne boivent pas d'eau, ne boivent pas d'alcool, Jarry. Alors, je lui ai dit, Jarry lui répond comme je l'ai plaint. Oui, mais bon, on est là pour parler de Coutet. Donc Coutet, comme c'était donc un usage assez général à l'époque, va être en plein dans l'alcool, l'alcoolisme. Oui, la fête, la balle, la danse, la camaraderie, les guinguettes, les buis-buis. Bon, il y a toujours un peu de prostitution derrière aussi. Ça va de soi, et puis... Casque d'or. Casque d'or. Casque d'or, elle est en production dans l'iconographie. On parle de son histoire, qui parle d'une histoire réelle qu'il a connue. On n'est pas loin chez lui. On est à quelques semaines de la bande à mono, quand il meurt. Et parmi ses amis, il y a des gens de Romainville, où était basée la bande à mono. Donc c'est quelqu'un qui, à un moment, va parler aussi de Ravachol, bon, comme Mirbeau l'a fait, qui est guillotiné. Bon, et il va surtout s'engager dans la guerre sociale avec Hervé. La dernière année de sa vie, il fait quelque chose d'assez extraordinaire, pas spectaculaire, mais extraordinaire. C'est-à-dire qu'il s'engage toutes les semaines à écrire un texte sur l'actualité. Un peu pour comparer avec ce qu'on a... Qui est publié où ? Enchaîné. Qui est publié, nous on publie tous les textes. Non, mais qui a été publié où ? Qui a été publié dans la guerre sociale, qui est un hebdomadaire. Tu parlais des tirages, mais Gustave Hervé, c'est quelqu'un qui a un rouge de chez Rouge, qu'on dirait, qui est plutôt noir, qui est les deux, c'est une abomination, parce qu'en 14, il retourne complètement à la casaque. Et son journal va s'appeler La Vérité, et puis il prend parti pour les revanchards, etc., alors qu'il était antimilitariste. D'ailleurs, Coutet ne le rencontre jamais. Parce que pendant un an, lui, il arrive toutes les semaines, il va au bureau, il écrit son texte, il a affaire à Méric, il a affaire à des collaborateurs de Hervé, mais Hervé est en tôle. Sans arrêt, il est reconduit en prison pour insulte, pour ceci, cela. Et quand Coutet meurt en juin 1911, il a été inculpé quelques semaines avant, c'est pas compliqué, au mois de mai, parce qu'il a assisté à la manif du 1er mai. Ça a été très très violent entre les flics, il n'y a rien de nouveau, hein. Et les manifestants, il y a eu des coups réciproques, et il a été inculpé parce qu'il a défendu les manifestants dans la guerre sociale.
Et quand d'où cette fameuse histoire tragico-cocasse, où il meurt, il est enterré, et puis son procès est convoqué, enfin est appelé à Paris, à la Le cour. procès posthume, donc. Procès posthume, mais sans qu'apparemment que le juge soit au courant. Et l'avocat lui dit, mais monsieur le juge, vous jugez un mort. Oui, bah, sans ça, il n'y aurait pas eu de procès. Ben non, s'il avait donc été au ils courant. arrêtent le procès, quoi. Vous jugez un mort. Bon, il va travailler sur... dès qu'il y a une injustice quelque part, dès qu'il y a quelque chose de terrifiant, on est en pleine... Il faut imaginer que dans les années, tant pour le Mirbeau qui meurt en 17, il travaille au même moment, j'ai beaucoup travaillé sur ces années, les dernières années, grâce à un de mes amis, là, qui était d'ailleurs venu à la présentation du livre de Rubens ici, Paul-Henri Bourrelier, sur la Revue Blanche, la Revue Blanche dirigée par Fénéon. Il était un repère de socialistes, et surtout les 2 tiers d'anarchistes, mais qui a aussi vu l'émergence des dessins de Bonnard, de ces gens-là, de Vuillard, de beaucoup de dessinateurs. Et écoutez, il était aussi dans cette veine-là. Il n'a pas participé parce que bon, c'était pas le même milieu social. Puis la Revue Blanche s'arrête un petit peu avant. Il est à Paris en même temps, mais bon, les circonstances ont fait qu'il n'y était pas. Mais là, par exemple, on voit la montée vers la guerre. C'est le bellicisme. On voit les textes de Jaurès qui sont toujours sublimes sur ce danger de la guerre, sur la folie du vertige. On comprend mieux quand on lit ce Jaurès-là à quel point la haine a fait que en 14 il ait été abattu au Café du Croissant, quoi, parce qu'il représentait quelque chose d'absolument incontrôlable pour ses ennemis. C'était comme un verrou qui fait son faire sauter. assassin identifié, jamais condamné en réalité. Non, jamais condamné. Hein. Ouais, c'est quand même... Et là, on voit la montée vers la guerre, et on voit systématiquement des prises d'opposition de Coutet qui sont anticléricales, ça c'est évident, mais anti-militaristes. Et il va dénoncer plein de choses. Mais en même temps, il va jouer les contradictions de la bourgeoisie. C'est succulent, quoi. Ça en fait rire tellement c'est du Charlie Hebdo pur. Non, pas du Charlie, du Harakiri Hebdo. Oui, j'allais dire, oui, Charlie, première époque. Voilà, première époque. Oui, il y a bien longtemps. Je pensais à Balle tragique à Colombey. Oui, Balle tragique à Colombey, qui était la fin d'Harakiri et qui va donner liberté de la presse. Vaut mieux entendre ça que d'être sourd. C'était la première une de, je me souviens encore, alors, Charlie Hebdo. Un exemple, les charcutiers. Les charcutiers qui font grève dans une entreprise de charcuterie, je crois que c'est à Lyon. Que fait le patronat dans les années 1908-1907 ils embauchent des ouvriers charcutiers, mais allemands. Parce que plus disciplinés, sans doute moins payés, et puis, et en tout cas, c'est quand même les ennemis. Alors d'un côté on dit les Boches, et puis de l'autre côté on embauche, sans jeu de mots, mais des Allemands. Et puis, que font les Allemands une fois arrivés? Ils disent, mais nous, on n'est pas des jeunes, nous, on ne va pas prendre le boulot des Français, on comprend pourquoi on est là, nous, on se tire, on arrête. Là. Et ça, il va le raconter dans un texte de 20, 30, 40 lignes. Et toutes les semaines, c'est comme ça. Par exemple, au moment où il va à Bruxelles, et là, il décide de faire un portrait d'un garde civique. Et là, il intègre des mots de bruxellois, de wallons. Dire monsieur Intel, alors c'est intéressant parce quand on l'entend, on peut l'entendre avec l'accent belge, c'est monsieur Intel est voir la parade de la guerre civile une fois, et puis Godfordom, puis après il prend de la mousse, hein, après il prend une gueuse, etc. Mais c'est quelque chose d'impressionnant parce qu'il arrive, il se moule dans un langage, il peut écrire en argot, il peut écrire avec des mots étrangers, des anglicismes pour se moquer de telle chose. Il peut mettre des mots arabes, c'est intéressant dans ces textes anticolonialistes. Mais c'est quelqu'un qui va jouer en permanence avec les mots et avec la langue. Donc il y a une appétence fantastique pour les mots et la langue. Un homme de lettres, un vrai. Bien, là... je ne sais pas, tu nous en as déjà dit pas mal, et après il va falloir lire le livre, bien sûr, on va le montrer, mais je ne sais pas si notre public a d'autres questions à poser. Moi, celle qui me vient à l'esprit à t'écouter, c'est l'héritage de Coutet. Parce que bon, je t'avouerai que moi... avant que j'entende parler de ton livre, etc., j'avais jamais entendu parler de Coutet. Est-ce que le souvenir, est-ce qu'il va avoir des élotes, des suiveurs, des imitateurs par la suite, après sa mort, après-guerre, a fortiori, ou est-ce que la guerre de 14 va tellement bouleverser les choses qu'à partir de ce moment-là, on va complètement oublier Coutet? Alors dans les tranchées,
on le lit, parce qu'il est populaire, on le chante, à l'époque surréaliste, on s'intéresse à lui, même si on n'a pas de texte de Breton ou de grands surréalistes sur lui. Mais quand on voit en détail la discographie des interprètes, vous vous apercevez qu'il n'est jamais oublié. De même que j'ai épluché beaucoup la presse, on est assez impressionné quand on voit les articles de son vivant, mais surtout les articles post-mortem. Par exemple, il y a Després, qui est un journaliste écrivain. Ça aussi c'est complexe, parce que ça ne correspond pas aux normes de pensée auxquelles on a été habitué, en tout cas ma génération, une espèce de dichotomie entre les anarchistes et les socialistes, enfin les anarchistes et communistes. Il y a par exemple Després, il travaille à l'humanité. C'est-à-dire que la dichotomie, elle va surtout arriver après la Révolution d'octobre et puis le Congrès de Tours. Ah oui, en 1920, ça explose. Mais après, moi je te parle de Després en 40, dans les années 30, dans les années 50, il écrit dans l'humanité et texte sur Coutet. Par exemple, donc la mémoire de Coutet maintenue. Elle est maintenue par ces deux forces-là. Ces éditions libertaires qui ont décidé tu vas montrer le livre en incrustation dans l'image, mais ils ont rajouté, y compris des documents sonores. On a mis, il y a un DVD dedans avec une douzaine de textes et de chansons, et puis il y a beaucoup d'annexes. Et puis par exemple Dimet, un hommage de Dimet, voilà, tiens, tu nommes les successeurs. Et puis on a beaucoup de documents d'archives. Bon, j'ai retrouvé des choses de la science publique, enfin aux services municipaux de demain aussi, ou des actes de naissance. On a publié pas mal d'appareils pour les historiens, les universitaires, les chercheurs de choses critiques, d'articles de l'époque sur lui, les discours prononcés à sa mort. Alors tout ça, ça fait quand même au total plus de 800 pages, quoi. Bon, c'est assez impressionnant, quoi. Ça a traversé, y compris, on parlait des chansonniers tout à l'heure, est-ce que ça va imprégner? Tu parles de Bernard Dimet. Moi je pensais à quelqu'un comme... Bernard Dimet, il est peut-être un petit peu oublié aujourd'hui, mais c'est quelqu'un de très important Brassens, dans la indirectement, chanson. Par exemple, une des chansons les plus aimées par un public de plusieurs générations de Coutet, c'est sur le cimetière qui est le jardin des navets, quoi, avec le camp de Navio. Le Navio, c'est les navets. Pourquoi on dit que les navets, à mort, il est plutôt violacé en haut et blanc en bas. En même temps, il y a une autre explication, c'est qu'autour de Paris, il a fallu, la ville se développant, trouver des cimetières, et on a occupé les zones d'artillonnage et les zones de champs de navets, notamment, et de choux, pour faire des cimetières, quoi. Et on trouve l'expression 3 fois dans 3 chansons de Brassens. C'est assez passionnant, c'est assez étonnant quand on découvre ça, 3 chansons diverses. Et puis alors après, on a... Bien que Brassens n'y fasse pas directement non, il ne fait jamais allusion. Mais quand on voit Coutet, y compris quand on voit les photos de lui, etc., et quand on entend ce que tu nous racontes, on pense évidemment immédiatement à Brassens. On pense à Brassens, on pense au premier Léo Ferré aussi, celui de l'Écluse, celui des années 50-60. On pense à certaines chansons, pareil, le premier Gainsbourg. Et puis quelqu'un, je crois, qui en serait assez proche, c'est François Béranger. Malheureusement un peu oublié aujourd'hui, notamment ses textes magnifiques sur la guerre d'Algérie. Voilà, donc on a affaire à tout un tas de chansonniers, de poètes ou de chanteurs activistes ou en action comme ça, qui seraient dans sa filiation directe. Alors que lui, ça en sens inverse, il ne s'appuie sur aucun patrimoine particulier. Est-ce qu'il vraiment il innove? Ou est-ce qu'il s'inscrit dans un air du temps à ce moment-là, populaire? Il n'a pas de modèle ou de choses comme ça au moment où il commence sa carrière. On ne peut pas tout dire, mais quand 14-15 ans, il est fasciné, comme on peut tous l'être, par le lui-dire et par la tradition qui est malgré tout véhiculée par ces hussards noirs de la République, comme les appelait Péguy, les instituteurs. Et là, il a tout à fait, très vite, on lui dit, mais à Main, il s'est passé des choses. Alors c'est un peu confus dans la tête d'un garçon de 14 ans, une fille de 14 ans. C'est, à Main, il y a eu Jean de Main, qui était l'auteur du roman de la Rose. Bon, donc ça veut dire quand même, on a un grand poète de l'époque antérieure à la Pléiade, fin du Moyen-Âge. Et puis surtout a été en prison à Main parce qu'il avait attaqué l'évêque du coin, un certain François Villon.
Alors à un moment, il s'identifie à François Villon. Voilà, il va s'intéresser. Mais alors, Ouais. donc, oui, donc c'est un patrimoine très lointain. Il n'y a, Très pas- il lointain. n'a pas de précurseur Non. contemporain. Et puis après, il y a Qui- un troisième qui est point, précédé c'est immédiatement. il y a une fontaine à côté de chez lui. Là, son père a un moulin à aube. Et à côté, il y a une petite fontaine qui s'appelle la fontaine Rabelais. Il y a un texte sur ici, Rabelais a écrit un texte. Et ça, quand il est adolescent, il va méditer un peu là-dessus. Il se sent marqué par Rabelais, par la qualité de la langue. Qu'il lit. Il lit du latin, il lit ses classiques. Il lit Ronsard, il lit... Mais dans l'immédiateté, il y a bien sûr Hugo, il y a des traces de certains, il y a des traces de Rimbaud. Ça, c'est indéniable, des traces de Hugo. Et puis, c'est pas quelqu'un qui, à Paris, j'en ai pas parlé, va fréquenter beaucoup de poètes. Ils vont en fréquenter empiriquement. Il va être surtout avec des artistes, des plasticiens. Et c'est intéressant parce qu'il y a 2 ans, Notamment à Montmartre. à Montmartre. Ben, il est à Montmartre, il est rue du Mont-Cenis, il est place du Tertre. Il y a Oui, chez parce que Bouscara, il faut rappeler que, l'hôtel qui est à Langres. que les artistes, ils étaient à Montmartre avant de venir à Montparnasse. Voilà. Avant de Ouais, venir, et avant dans de ce venir par quartier-ci, chez toi, par à ici, Montmartre. ils étaient à Montmartre. Ouais. Et là, dans les premiers jours, le premier soir, il est à Montmartre. Dès qu'il débarque du train, il va à Montmartre. Et là, il va travailler au Lapin Agile, il y va tous les soirs. On a des photos, une photo de lui. Bon, Lapin Agile, c'est le repère de Picasso. Alors, on n'a pas de contact là aussi, c'est le plus être possible entre lui. Mais il fréquente empiriquement Picasso, il fréquente Modigliani. Il est très lié, sans plein de traces, avec Kupka. Il y a une très belle exposition l'année dernière à Paris, au centre Georges Pompidou, sur Kupka, qui est un des créateurs de l'art abstrait. Et Kupka, à l'époque, travaille dans les journaux anarchistes. Mais dans des choses qui sont pas dessinées avec du coton. C'est des grandes allégories, des puissances de dessin sur le grand capital, sur la guerre, sur les champs de mourants, etc. Et puis, c'est bizarre quand on connaît, c'était exposé à Paris, au Pompidou, mais quand on connaît que le Kupka abstrait qui va théoriser sur... Et Kupka, bon, il est d'origine tchèque, bon, il est comme beaucoup de ces gens-là, entre plusieurs cultures, avec le Framatiné de culture juive. Quand les nazis arrivent en 39-40, il va se planquer où? À Beaugency. Et il dit à sa femme, on va aller à Beaugency parce que écoutez, il m'a tellement, il est mort en 1911, 30 ans avant, il le bassinait, il vivait à Donc Puteaux. il était vraiment proche de Oui, il est chez lui à Puteaux le dimanche. Ouais. Il y avait la famille Villon, il y avait pas Marcel Duchamp, il n'y a pas de trace directe, mais alors son frère, François Villon, qui était à Puteaux, il y a des ateliers d'artistes à Puteaux. Et il est là-bas, en train de banlieue, enfin, et il allait manger avec des copains, des copines chez Kupka. Et d'ailleurs, il lui dédie des textes, il y a des textes qui sont dédiés à Jacques, il l'appelle Jacques Kupka. Ouais. C'est un de ses amis. Et donc il est avec ces gens-là. Et puis aussi, parmi les écrivains, bon, il voit Carco parfois, mais Carco à ce moment-là est beaucoup en province. En revanche, il a quelqu'un qu'il a croisé au collège-lycée de Meun, qui est Macorlan, et qu'il retrouve là, mais qui est plus âgé il y a une différence d'âge de quelques années, 3-4 ans. Et ils vont être très très liés à Paris. Voilà. Et c'est dans ce milieu-là qu'il y a, avec Frédé avec son âne, et puis il y a Dorgelès. Il est copain avec Dorgelès, donc il est copain avec ces écrivains-là, mais je vois pas avec trop... Dorgelès. Donc. Ouais, il est très bien avec Dorgelès, mais le Dorgelès, on imagine toujours Dorgelès sur la guerre, qui est un livre magnifique hein, sur la monstruosité, la barbarie de la boucherie 1914-18. Et en même temps, lui, celui qu'il connaît, c'est le Dorgelès qui va faire avec Frédé, l'âne de Frédé. On trempe la queue de l'âne dans un pot de peinture, on lui met une toile, l'âne, on lui tend une carotte, il est content, il va agiter là. Et là, à ce moment-là, on fait un coucher de soleil sur l'Adriatique, etc., qu'on expose au salon, et qui est fait par un âne. Et ça, c'est le conflit de Dorgelès avec un certain nombre d'artistes contemporains. Donc, Oui, latéralement, il est dans la modernité. Et c'est bien que tu aies rappelé que c'est là-dedans que baigne également Duchamp. Ah bah tout à fait. Et non, c'est une critique implicite. Qui est un de ses amis, enfin son On frère. va en parler notamment à l'occasion de ton prochain livre, Ouais. de ce que doit devenir l'art contemporain, notamment institutionnel, et les normes malentendues et l'instrumentalisation de l'héritage de Duchamp. Duchamp, il vient de ce contexte-là. C'est ça qu'il faut rappeler. Oui, des gens qui ne se prenaient pas du tout au sérieux. Exactement. Exactement. Il y a du loufoque chez... Des artistes, mais qui avaient quand même, y compris d'abord le sens de l'autodérision. Il y a du loufoque et puis il y a toujours il y a du fabliau chez Coutet. Au fur et à mesure qu'on discute, là, pas que je monologo discute avec vous-même et moi-même, il y a des trucs qui reviennent. Par exemple, il va faire défiler
des oies, des poules, des dindons, des canards. Et puis au même moment, on a mis, je pense à ça, en période d'élection, là, on a mis des affiches partout sur la porte des granges. Et leur rythme, c'est les oies, les canards, les dindons, ils passent, puis ils s'en vont au champ, ils voient ces affiches, ils n'ont rien à foutre, ils fiantent, enfin, bon, grosso modo, ils chient dessus, c'est la tradition ablésienne, ou au pied des affiches. Puis là, à ce moment-là, il y a de la langue vernaculaire, quoi. À ce moment-là, il y a un tel, il dit « Ah, celui-là, non, je dois voter bien pour lui, c'est un rouge. Mais non, je te dis que celui-là, c'est un blanc, c'est un bon, etc. » Et puis finalement, ils s'engueulent tous. Et puis les affiches, elles finissent par faner, les types sont élus, ils font tous la même politique. Et puis bon, les oies, les dindons, tout ça, eux, ils vont au champ, puis de toute façon, ils vont finir sur une rôtissoire, quoi. Ouais. Oui, la métaphore, la parabole presque est belle, oui. Ah, moi, oui, bon, on l'a chez Mirbeau avec la grève des électeurs. Ouais. Oui. Tu as dû en vendre pas mal là, au centenaire de Mirbeau. Oui, on l'a toujours, il y a beaucoup d'éditions. Il y a pas mal d'éditions. Il y en a une, tu parlais, enfin là je couperai ça parce qu'on arrive peut-être au bout de toute façon. Je ne sais pas si je n'en avais pas parlé l'autre fois, déjà tu parlais des collections 10-18 oui. qu'on a connues. Il y en a une qui n'a jamais été rééditée, c'est sur la bagnole à 318. La 600, je ne sais pas combien, là, où il raconte ses mémoires de premier automobiliste. C'est génial, ce truc-là. Et j'arrive pas, c'est introuvable aujourd'hui. C'est quasiment introuvable. Enfin, la société de Mirbeau, non. Moi, j'avais lu ça en 10-18, justement. Je suis le secrétaire de la société de Mirbeau. On l'a publié en ligne, hein, vous l'avez en ligne. C'est génial quand il raconte ses balades en province, etc. En bagnole. Il va en Hollande, il va en Allemagne, il va en Belgique. Les commentaires sur les chevaux, etc. Mais c'est tragique aussi, parce qu'il arrive à Anvers, et à Anvers, forcément, on va penser diamantaire, juif. Oui. Et lui, d'un seul coup, par le biais de ça, il fait une digression, plus qu'une digression, il fait 20 pages où il décrit un pogrom, quoi. Ouais. Par le biais des juifs. Et à chaque fois, il va... D'ailleurs, il se fait arrêter en Allemagne. Oui, il faut préciser, pour ceux qui ne savent pas, que cet opuscule... Enfin, c'est un livre, carrément. C'est un roman. Raconte les tribulations d'un des premiers automobilistes européens, on va dire, que fut Mirbeau. Oui. Qu'est-ce que c'était d'être automobiliste, de voyager en automobile à cette époque-là, jusqu'au nord de l'Europe, etc. Mais c'est d'autant plus intéressant. Et dans les campagnes de France, etc. Et à tous égards, il va falloir qu'on trouve quelqu'un pour éditer ça, parce que c'est vraiment... Moi, c'est un des textes de Mirbeau dont j'ai gardé le souvenir ému, et d'autant plus que je n'arrive pas à me le reprocurer. C'est un de ses tout derniers romans. Il a été illustré par Pierre Bernard de l'équipe de Grappus. Moi, j'avais encore une vieille édition 10-18, là, très abîmée, avec des aplats de couleurs. Il y a... donc, il est en ligne, je répète. C'est un de ses derniers romans avec Dingo, et l'histoire d'un chien. Et comme par hasard, c'est moi qui l'ai trouvé, mais celui qui a trouvé ça, je pense qu'il était assez malin. Il est un peu là de l'espèce humaine, Mirbeau, hein, oui. À la fin. Hein. Quand le moins qu'on puisse dire, c'est que ses commentaires sur d'automobilistes sont plus que sarcastiques sur ses contemporains. Ça me pensait, la semaine dernière, il y a une interview, on l'aime pas, mais dans le monde de Lucchini, l'acteur, et il dit je viens de faire 540 km sur l'autoroute. Je suis complètement écœuré par l'espèce humaine. Bon, il n'y a peut-être pas besoin de ça, mais pour l'être, disons que là, comme par hasard, les deux derniers romans, les narrateurs ne sont pas des humains. C'est une voiture, narrateur-sujet, et c'est un chien. Voilà. Et ça correspond à un de ses amis de l'époque, d'ailleurs, qui est Jarry, qui dit moi plus je vieillis, plus c'est mon chien, quoi. Oui, on oublie que Jarry, qui paraît-il, on va peut-être arrêter là-dessus, Jarry, alors je ne sais pas si c'est la légende, accueillait parfois les gens chez lui, il ouvrait la porte, il avait une chouette ou un hibou sur l'épaule. Je ne sais pas si ça a été certifié, avéré, mais c'était ce genre de personnage, oui. Mais il rentrait chez lui en banlieue à pied, il mettait 3-4 heures chaque nuit. Il ne voit pas son courrier, quand il est mort, il y avait quoi? Il y avait 50 courriers qui n'étaient pas ouverts. Enfin, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire, Jarry. Mais je veux dire, il avait un rapport aux animaux, je dirais, qui ne ferait pas lire nos animalistes d'aujourd'hui, petits bourgeois, etc. Lui, il l'assumait complètement. Bref, je ne sais pas si tu veux ajouter une ultime conclusion. Pour encourager le lecteur à découvrir Gaston Coutet au travers de la magnifique monographie, on va la montrer tout à l'heure, que vous avez publiée avec les éditions Libertaires. Lisez les textes et puis vous pouvez les écouter librement sur les chaînes aussi célèbres que YouTube. Il y a au total, en comptant l'interprétation, des possibilités de près de 200 morceaux différents, parfois la même chanson par 5-6 interprètes différents.
Moi, quand on me pose la question de savoir qu'est-ce que vous préférez comme texte de Coutet, alors j'ai toujours tendance à parler de ces deux textes interprétés par Piaf, qui sont presque d'un tragique, au sens du tragique grec, ou la tragédie dont parle Nietzsche d'ailleurs. Il y a aussi des influences nietzschéennes chez lui. Et puis, en même temps, il y a un texte incroyable sur les conscrits, qui raconte l'histoire, mais c'est comme un travelling, comme un film, en 15-20 lignes, quoi. 15-20 vers. C'est des jeunes gens, ils sont contents, ils abordent le ruban. Ma génération, on a malheureusement connu ça, les 3 jours qu'on faisait. Ouais, puis après, on on avait un ruban, on était bon pour l'armée, mais on était bon pour les femmes, le service. bon pour le service. Donc c'était très macho tout ça, et très... On galvanisait le peuple. Alors bien sûr, les types buvaient, et puis ils traversaient le village. Les vieux, ils regrettaient leur jeunesse. Les petits, ils voudraient déjà être conscrits parce que ils iraient voir les filles et tout. Et puis les autres, plus ils buvaient, plus ils étaient sous, et plus ils étaient sous, plus ils se battaient. Puis à la fin, on leur disait, mais tu vas te battre. Alors, tout ça, c'est sur 20 lignes. On disait, oui, on va se battre pour la France, pour la patrie. Alors on leur dit, c'est quoi la patrie? La patrie, c'est tuer les Prussiens. Bon, forcément. Et puis après, on continue à picoler. Puis à la fin, ils vont culbuter les filles dans les meules. Et là, la fin est tragique, parce que c'est aussi quelqu'un qui, sur un front anarchique, qui est malthusien. Donc faire des gosses, c'est donner des gosses, des gosses au bordel, des gosses aux usines, des gosses à la guerre, quoi. Et à la fin, on dit, ils vont sur les meules de foin, tous ces types complètement avinés, quoi, qui vont partir à la guerre, et puis ils font des gamins aux filles, et puis surtout on dit, et si ça pouvait être des gars, ça serait vraiment bien, parce qu'ils s'en feraient de nouveaux conscrits, quoi. C'est-à-dire que là, tu es dans une boucle terrifiante, qui fait que tu as ce que Bernard Noël appelle la chaîne du malheur, quoi. C'est on continue, et on continue, et on continue, quoi. Ad aeternam. Et pour toucher à des points aussi cardinaux que ça, cardinaux pas au sens religieux, bien sûr, on l'a compris. Je pense que là, on a affaire à un grand seigneur et un grand poète. Ouais, donc...